La maladie valvulaire dégénérative, donc en phase asymptomatique, le sujet étant de savoir comment peut-on l'évaluer, comment peut-on la suivre en se servant de globalement le stéthoscope, mais j'ai tendance à dire ses yeux, ses mains, ses oreilles, des radiographies, échographies ou l'utilisation de biomarqueurs, donc de marqueurs biologiques. Pour cette présentation, je déclare principalement des conflits en mission de consultant, des conflits d'intérêts, ayant travaillé pour Philips et Esaote SIV maintenant. La maladie valvulaire dégénérative, ce qu'on appelle encore ou ce qu'on appelle l'endocardiose mitrale, est une dégénérescence myxoïde de la valve mitrale. Vous avez pour illustrer en bas deux photos, une photo de valve saine et une photo de valve malade. Voilà à quoi ça ressemble et vous constatez que les modifications peuvent être vraiment très importantes de cette dégénérescence. On sait que dans certaines races, en particulier cavalier King Charles, présente un caractère héréditaire, que l'évolution la plus fréquente, la plus commune de cette maladie, c'est l'insuffisance cardiaque, gauche d'abord, puis ensuite en général globale. Et ce qui va être intéressant en rapport avec ce sujet, c'est d'essayer de déterminer, une grande question qu'on se pose tous, à partir de quel moment, où est-ce que je peux prévoir, est-ce que je peux anticiper le moment de la décompensation, c'est-à-dire à partir du moment où cette maladie qui était asymptomatique devient symptomatique et l'animal donc tombe malade de cette maladie. Enfin, n'oublions pas, et ça ce sont des choses qu'on va retrouver probablement dans un avenir proche, c'est qu'on envisage maintenant non plus les maladies, quelle que soit la discipline, non plus organe par organe, mais dans un ensemble, on va dire, systémique, à savoir que cette petite anomalie de valve, finalement, eh bien, a des répercussions sur le fonctionnement du cœur lui-même, mais également peut avoir des répercussions sur le fonctionnement du rein, sur la fonction vasculaire et affecter l'organisme tout entier. L'évolution naturelle de la maladie valvulaire dégénérative pourrait se schématiser ainsi. Ce schéma est élaboré à partir de recommandations du Collège américain de médecine interne, entre des stades précoces ou très précoces pour lesquels il n'y a même pas encore de maladie, à savoir les stades A, les stades pour lesquels la maladie est présente mais il n'y a pas encore de symptômes, ce sont les stades B, c'est le stade qui principalement va nous intéresser dans cette présentation, et puis un point soit d'arrivée soit de départ, mais un point de décompensation, c'est-à-dire le point à partir duquel la maladie se manifeste par des symptômes, des symptômes qu'on va étudier dans les présentations suivantes et qu'il va falloir éventuellement prendre en charge. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce stade de maladie compensée, on va dire ce stade B, peut se décomposer également en deux sous-stades. Donc c'est un stade qui dure assez longtemps, hein, souvent entre 3 et 5 ans, et avec une première phase B1 d'évolution relativement lente, alors évolution sur les tailles des cavités, on va le revoir, d'évolution relativement lente, et puis on observe, donc c'est pas linéaire, hein, toute l'évolution de la maladie pendant tout ce stade, on observe finalement une accélération dans l'année globalement qui précède la décompensation. On observe une accélération, en particulier une accélération des dilatations cavitaires et de la dilatation de l'oreillette gauche. Donc on va voir sur les différents outils que l'on nous demande d'étudier, stéthoscope, radio, écho et marqueur, comment pouvoir séparer ces stades, comment les évaluer et comment suivre dans ce grand stade B la maladie mitrale. Alors tout d'abord le stéthoscope, et puis je dirais de manière beaucoup plus large les aspects cliniques. Eh bien, ce que l'on observe dans l'évolution de la maladie mitrale, c'est que eh bien, la fréquence cardiaque, c'est la première chose que l'on évalue lorsqu'on pose le stéthoscope sur le thorax d'un animal. Eh bien, la fréquence cardiaque évolue vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque avec l'évolution de la maladie. Ça, c'est pas nouveau, on le sait depuis un moment. Cette étude qui date de 1996 avait bien montré que, à la fois avec l'âge, mais également avec les évolutions de taille de cavité, oreillette gauche sur aorte principalement, et puis la taille ventriculaire gauche en diastole, eh bien, on a une réduction de l'intervalle RR, à savoir donc une augmentation de la fréquence cardiaque, également une diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que plus la fréquence augmente, plus la variabilité, l'alternance physiologique, parfois entre des ralentissements ou des accélérations, elle diminue. Donc ça, c'est un premier signe que l'on peut repérer et savoir que c'est la première approche éventuellement du suivi de l'évolution de la maladie mitrale.
Plus récemment, l'étude indique très clairement qu'entre un groupe de chiens qui n'a pas encore décompensé, qui est le groupe 2, et un groupe de chiens qui vient tout juste de décompenser ou qui vient de décompenser, qui est le groupe 1, eh bien, il y a une différence significative de valeur de fréquence cardiaque. C'est une valeur médiane chez les animaux non décompensés de 120 battements par minute, avec une amplitude de 100 à 135, donc une amplitude même plus large que pour ceux qui ont déjà décompensé, avec une fréquence médiane de 145 et une amplitude de 140 à 160. Le poids moyen de ces chiens était à peu près de 8 kg, donc c'est les petits chiens qu'on a régulièrement l'habitude de voir. Donc il est bien démontré que la fréquence est plus élevée, plus la maladie évolue, plus la fréquence a tendance à augmenter. Au-delà de la fréquence, le souffle cardiaque et également son évolution, que l'on observe pendant l'évolution naturelle de la maladie mitrale. Ça, de la même manière, ce n'est pas nouveau. On le sait depuis un certain temps, depuis 1995, plus de 20 ans. Eh bien, on s'aperçoit que sur une évaluation, sur une ancienne classification qui était la classification de l'ISAC, eh bien, les souffles de bas grade se rencontrent préférentiellement chez des animaux qui soit sont en phase préclinique avec ou sans dilatation d'ailleurs de l'oreillette, ou viennent de décompenser. Donc, et plus la gravité de la maladie évolue, plus le souffle a tendance à être d'intensité et d'importance plus importante. Et de la même manière, ce sont des évolutions que l'on retrouve concomitamment avec les tailles de cavité, à savoir la dilatation de l'oreillette gauche par le rapport oreillette gauche sur aorte et la dilatation du ventricule gauche en diastole. Donc le souffle augmente, l'intensité du souffle augmente avec l'évolution de la maladie et avec le stade de la maladie en phase décompensée, en phase compensée bien entendu, mais également en phase décompensée. Et puis, il n'est pas rare, régulièrement, d'observer d'autres anomalies d'auscultation. Alors, je n'en fais pas la liste exhaustive, mais par exemple, il ne faudra pas s'étonner éventuellement, avec l'évolution de la maladie mitrale, d'entendre le troisième bruit cardiaque, B3, qui se traduit même chez ces chiens-là par un bruit de galop. On observe assez régulièrement un bruit de galop chez des animaux qui ont une maladie valvulaire, et c'est ce qui était rendu. Alors, il y a tout un tas d'autres explorations d'auscultation, en l'occurrence, mais c'est celui qui semble le plus... qui me semblait le plus simple à appréhender pour vous présenter ici. Vous voyez que le bruit de galop est quasiment systématique et il n'y a plus de recoupement avec, quand il n'est pas présent, au-delà d'un rapport oreillette gauche sur aorte de 2. Donc assez régulièrement, on peut observer et entendre ce bruit de galop. C'est un critère qui peut vous aider à évaluer un petit peu l'importance et l'évolution de cette maladie. Au-delà du souffle, au-delà de la fréquence cardiaque, je voulais élargir un petit peu aux aspects cliniques en général. Ça, c'est une étude qui est assez récente, de 2013, mais qui est très intéressante parce que tous les animaux, il y en a plus de 200 qui ont été étudiés dans cette étude, eh bien, les propriétaires ont mesuré la fréquence respiratoire au domicile, au repos et pendant le sommeil. Et tous ces animaux étaient en phase compensée. Et bien, chez tous ces animaux, la fréquence respiratoire est systématiquement en dessous de 30 cycles par minute. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir considérer qu'un chien qui respire à moins de 30 cycles par minute est toujours en phase compensée. Si on se pose la question et si on veut donner un critère fiable aux propriétaires de suivi, éventuellement du moment de la décompensation, si on veut essayer de l'anticiper, eh bien, on peut se servir de ceci. A l'inverse, Schauber établit comme valeur seuil, au-delà de laquelle, avec une sensibilité de 92% et une spécificité de 94% et de manière significative, on peut affirmer qu'il y a un œdème pulmonaire, eh bien cette valeur est de 41 cycles respiratoires par minute. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que si le chien est en dessous au domicile pendant le repos ou pendant le sommeil, mais pendant le sommeil hors des phases d'un peu d'excitation, qu'on appelle le rêve, etc. Mais s'il est en dessous de 30 cycles par minute, on est sûr que de toute façon il n'y a pas d'œdème pulmonaire et qu'il reste en phase compensée. Par contre, dès qu'il est au-delà de 40, on va considérer qu'il y a un œdème pulmonaire, donc il a décompensé. Entre les deux, il reste encore une petite zone de gris pour laquelle on répète les mesures de fréquence ou éventuellement on indique au propriétaire que par sécurité, il peut éventuellement venir vous voir. Voilà ainsi pour ce que l'on peut rapidement décrire sur l'auscultation, sur le stéthoscope. Alors la radiographie a un but principal, c'est de voir les tailles de cavité, la taille globale du cœur, l'aspect du parenchyme pulmonaire, la congestion, la dilatation veineuse, et dans les recommandations du Collège américain, il est recommandé en phase compensée de réaliser des radios tous les ans, des radios thoraciques tous les ans.
Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement cette phase dans l'année qui précède la décompensation, ce stade B2, parce que les choses s'accélèrent. Et c'est là que l'on observe effectivement les dilatations des cavités cardiaques, qu'elles s'accélèrent et qu'elles augmentent de manière beaucoup plus rapide que dans le stade précédent, le stade B1. Alors sur une radio, voilà comment on mesure ce qu'on appelle le VHS, hein, l'indice vertébral cardiaque. On prend le grand axe cardiaque, on prend le petit axe cardiaque à partir du bord ventral de la veine cave, et on reporte ces deux mesures en indice vertébral, c'est-à-dire qu'on les cale sur la colonne, et puis on compte le nombre de vertèbres. Hein. Donc on regarde également l'aspect des cavités, l'oreillette gauche, sur la vue de profil ou sur la vue de face. On regarde l'aspect du parenchyme pulmonaire, principalement région hilaire sur la vue de profil et puis des deux côtés sur la vue de face. Et puis l'aspect des vaisseaux pulmonaires. En particulier, ce qu'on va rechercher, c'est une dilatation des veines pulmonaires qui traduirait une congestion à venir du parenchyme pulmonaire. Alors, l'étude PREDICT, qui est une étude que je vous engage éventuellement à vous procurer et à lire parce qu'elle est très très riche d'informations, est bien établie, comme pour la fréquence cardiaque, que la moyenne du VHS, d'indice vertébral cardiaque, est statistiquement plus basse dans le groupe des animaux qui n'ont pas encore décompensé par rapport à ceux qui ont décompensé, avec donc un intervalle entre 9,7 et 11,7 et un intervalle entre 11,4 et 12,4. Donc on a une petite superposition, mais qui n'est pas très importante. Ce qui est sûr et ce qui est également primordial, c'est que l'odd ratio qui est présenté là, l'odd ratio c'est le risque relatif, qui indique qu'à partir du moment où le cœur, ou le VHS est élevé, donc où le cœur est dilaté, eh bien il y a un risque 2,53 fois plus important de déclencher un œdème pulmonaire, donc de décompenser. Donc là, on arrive, pour ce stade de la maladie compensée, à non pas prévoir de manière absolue, mais en tout cas à anticiper un petit peu quel est le risque de décompensation par la mesure de cet index vertébral cardiaque. Lorsque les animaux ont décompensé, et on en reparlera par la suite, cet index vertébral cardiaque, dans l'étude Quest, et sur une analyse multivariée de l'ensemble des indices qui avaient été mesurés, s'avère être un indice prédictif indépendant de la gravité de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire expurgé de tous les autres facteurs, qu'ils soient cliniques, échographiques, radiographiques, etc., qui pourraient influencer cette valeur d'indice cardiaque. Donc c'est très précieux de mesurer sur une radiographie effectivement ce VHS, de le suivre, d'essayer de voir à partir de quel moment il passe au-delà de certaines valeurs seuil. Concernant l'échographie, eh bien l'échographie permet de rentrer de manière encore un petit peu plus précise, un petit peu plus intime dans le fonctionnement cardiaque et dans l'anatomie cardiaque, en évaluant la taille des cavités cardiaques, principalement l'oreillette gauche et le ventricule gauche, par des indices qui soient bidimensionnels ou des indices en mouvement. Les indices Doppler, tout ce que l'on peut faire en Doppler, eh c'est pour évaluer l'hémodynamique intracardiaque, important également. Et de la même manière que pour les radiographies, le Collège américain de médecine interne recommande dans le stade B, B1 ou B2, de réaliser des échographies annuellement en remplacement ou en complément des radiographies. Alors, on voit tout un tas de choses, hein, on mesure tout un tas de choses, on peut s'amuser longtemps avec une échographie, on regarde en bidimensionnel, on mesure la taille de l'oreille gauche sur l'aorte, en mode TM, on va mesurer les tailles ventriculaires, les dimensions ventriculaires, en mode Doppler, on peut faire tout un tas de choses, les vitesses maximum des flux, etc., etc. On va même aller jusqu'à faire du Doppler tissulaire, selon différents modes également. Ce qui est important, c'est de considérer que si on reste déjà dans ce stade B, à l'intérieur du stade B, et qu'on sépare les animaux du stade B1 des stades B2, eh bien, on s'aperçoit que pour un certain nombre de critères échographiques et pour un certain nombre de valeurs qui sont notées là, eh bien, on observe qu'il y a plus d'animaux statistiquement dans le stade B2 que dans le stade B1. Donc, il y a bien une évolution. Ça veut dire quoi? Si on prend juste la première ligne, c'est qu'il y a 2 fois plus d'animaux qui ont un rapport oreille gauche sur aorte supérieur à 1,4 dans le stade B2 que dans le stade B1. D'accord? Donc, on est bien là même à l'intérieur du stade B, avant la décompensation, et sur un suivi de l'évolution de certains critères échographiques, que ce soit en taille de cavité ou d'ailleurs que ce soit en critères Doppler, comme par exemple le rapport E sur A, donc les ondes de remplissage du ventricule gauche, avec une valeur supérieure à 2, on a 5 fois plus d'animaux qui présentent cette valeur-là dans le stade B2 que dans le stade B1.
Toujours l'étude PREDICT qui nous indique des différences significatives de la même manière concernant les rapports médian oreillette gauche sur aorte, ventricule gauche en systole sur aorte, ventricule gauche en diastole sur aorte, avec statistiquement des valeurs plus basses, bien sûr, dans le stade B que par rapport aux animaux qui ont décompensé. Là, on est sur un rapport oreillette gauche sur aorte, si on ne se sert que de ça, qui va de 1,2 à 1,68, et au-delà de 2, on considère que effectivement c'est statistiquement significatif pour ces animaux qui ont décompensé. Donc globalement, on va pouvoir éventuellement anticiper le fait que lorsqu'on reste en dessous de 2 pour un rapport oreillette gauche sur aorte, même s'il est élevé, dans le stade B2, l'oreillette est dilatée, mais quand on reste en dessous de 2, eh bien, on reste globalement dans cette phase compensée, avec des odds ratios qui sont parfois considérables. Par exemple, si on prend le rapport ventricule gauche en systole sur aorte, lorsqu'il est anormal, lorsqu'il est élevé, eh bien, il y a un risque 15,6 fois plus important que l'animal décompense par rapport à un rapport VGS sur aorte normal. On avait parlé de la fréquence respiratoire tout à l'heure avec des valeurs seuil, une valeur seuil de 41 pour tous les animaux qui avaient un œdème. Eh bien, l'étude de Schauber montre également avec des sensibilités et des spécificités soit variables mais qui restent globalement relativement bonnes, eh bien, l'ensemble des indices Doppler que l'on peut étudier. On retrouve des valeurs qui sont similaires aux précédentes études avec un rapport oreillette gauche sur aorte de 2,5. Au-delà de 2,5, on est sûr à, on va dire, avec une sensibilité de 92% et une spécificité de 81, on est sûr que l'animal présente un œdème pulmonaire. Et puis, l'étude Quest, de la même manière, comme le VHS pour la radio, avait indiqué que le rapport oreillette gauche sur aorte, donc finalement des choses assez simples à anticiper, à évaluer à l'échographie, est un indice prédictif indépendant de gravité une fois que les animaux ont décompensé l'insuffisance cardiaque. Pour finir, les marqueurs. Alors, deux marqueurs sont à la mode à l'heure actuelle, le NT-proBNP et la troponine. Pour la maladie mitrale, on va principalement se concentrer sur le NT-proBNP. Eh bien, la valeur, sans surprise, maintenant tout le monde s'accorde à dire cela, que la valeur du NT-proBNP est statistiquement plus élevée dans des groupes de chiens qui ont décompensé par rapport aux groupes de chiens malades mais qui sont encore en phase compensée, avec une amplitude, on va dire, dans ce groupe, dans ce stade B, dans ce groupe de chiens non décompensés entre 300 et 1000 picomoles par litre, et des valeurs qui peuvent être considérablement élevées une fois que les animaux ont décompensé. Plus intéressant, il me semble, c'est d'essayer d'être un petit peu prédictif sur ce qui peut se passer à l'intérieur de ce stade B. On retrouve deux lots de chiens, on retrouve des chiens qui ont la maladie mitrale, qui n'ont pas décompensé et qui ont soit une dilatation cardiaque, soit pas de dilatation cardiaque. Donc en gros, pour schématiser, le stade B1 et le stade B2. Eh bien, ceux qui ont une dilatation cardiaque à l'intérieur de ce stade B2 eh bien, ont une valeur du NT-proBNP qui est statistiquement plus élevée que ceux qui n'ont pas de dilatation cardiaque. D'accord. Et surtout, l'étude de Valérie Chetboul indique qu'au-delà d'une valeur de 466 picomoles par litre, on a une sensibilité de 80% et une spécificité de 67% de pouvoir déterminer la décompensation à 1 an. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ces conditions-là, dans l'année qui suit, l'animal décompense. Et donc, ça permet éventuellement de se servir de ce marqueur pour peut-être augmenter la fréquence des suivis. Alors qu'on suivait tous les ans, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des radiographies ou des échographies, peut-être augmenter la fréquence des suivis, augmenter la fréquence de ce peut être un suivi uniquement clinique, sur l'auscultation, sur réaliser des radios, des échographies, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, plus le NT-proBNP à l'intérieur du stade compensé augmente, eh bien, plus l'animal se rapproche du moment de la décompensation. Et dernièrement, contre toute attente, j'ai envie de dire, parce que c'est un marqueur qui avait été un petit peu abandonné ces dernières années, ça c'est un article qui est paru il y a 1 mois et demi, le NT-proANP, ce coup-ci, qui refait surface, avec une médiane de temps de décompensation qui est de 11 mois lorsque la valeur du NT-proANP dépasse 1000 picomoles par litre et qui est de 54 mois lorsqu'elle est en dessous. Se pose toujours pour ce marqueur le problème du dosage. C'est vrai que le NT-proBNP, le dosage nécessite 2-3 manipulations à la clinique, mais se fait globalement relativement simplement. Bon, pour le NT-proANP, le problème de la réfrigération à 80 degrés, de l'envoi sous scellé du froid, etc., reste actuel, et c'est un marqueur qui est toujours un petit peu difficile à manipuler en pratique courante. Mais pour autant,
On a ce résultat qui est extrêmement intéressant et qui donne des valeurs très précises de médiane de temps avant la décompensation selon la valeur de ce marqueur. Si on fait le bilan de ce stade asymptomatique et des 4 moyens que l'on a étudiés, que l'on a développés. En clinique, il va être important de suivre la fréquence cardiaque qui évolue avec la maladie mitrale. Il va être important d'évaluer la fréquence respiratoire, très important, très souvent oublié, mais c'est probablement ce qu'il faut faire là maintenant systématiquement et à partir de tout le temps. L'évolution du souffle cardiaque, l'intensité du souffle qui augmente avec l'évolution de la maladie, et puis toutes les autres caractéristiques sonores que l'on peut observer. En se servant des radiographies que l'on va réaliser annuellement, c'est ce qui est recommandé, eh bien on va suivre principalement la taille globale du cœur, l'index vertébral cardiaque, et puis bien entendu, à partir du moment où on a un doute, le fait d'observer le parenchyme pulmonaire, d'observer la taille des vaisseaux pulmonaires, les veines pulmonaires en particulier, peut nous conforter dans est-ce que oui ou non l'animal présente un œdème pulmonaire. L'échographie avec la taille des cavités cardiaques et d'autres indices TM ou Doppler, on va retenir principalement le rapport, et ça c'est l'étude Predict qui le dit, le rapport VGD sur aorte, donc ventricule gauche en diastole sur l'aorte. On sait que lorsqu'il est supérieur à 3, dans ce stade compensé, eh bien, ce rapport devient un indice prédictif indépendant de la décompensation. Ça veut dire que là c'est imminent, voilà, ça va intervenir si ce n'est déjà intervenu, peut-être sur un mode un petit peu léger. Et puis l'oreillette gauche sur aorte, une fois que les animaux ont décompensé, qui est un indice prédictif, lui, indépendant de gravité. Plus ça augmente, plus c'est grave. Les marqueurs cardiaques, avec le NT-proANP, on retient la valeur de 466 picomol par litre pour prévoir une décompensation à 1 an. Et puis au-delà de 1500 picomol par litre, on considère qu'il s'agit d'un indice prédictif indépendant de décompensation. De la même manière, c'est imminent. Donc vous voyez qu'entre cette valeur de 460, où on est à 1 an avant décompensation, et puis quand on va se rapprocher de 1500, on sait que là, ça va se produire dans les temps très proches. Et le NT-proANP, si on peut bénéficier éventuellement de ce dosage, au-delà de 1000 picomol par litre, qui indique globalement une année et effectivement également de temps avant la décompensation. En conclusion, on choisit 4 critères d'évaluation globalement, ou 4 grands domaines d'évaluation: clinique, radiographique, échocardiographique et biologique, qui nous servent à évaluer à l'instant T la cardiopathie, c'est-à-dire on est en phase compensée, mais où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe plutôt au début de la phase compensée ou plutôt vers la fin de la phase compensée, et donc proche du moment de la décompensation, avec 2 grands stades, le stade B1 et le stade B2, et on sait que le stade B2, dans l'année globalement qui précède, les choses s'accélèrent. Ça n'est pas une évolution linéaire. On suit l'évolution de la maladie donc à l'intérieur de ce stade. On essaye de prévoir l'évolution et en particulier le moment de la décompensation, et c'est ça qui vraiment nous intéresse, c'est la grande question à laquelle on est tous confrontés, c'est-à-dire à partir de quel moment l'animal va nécessiter probablement soit la mise en place d'un traitement, soit l'intensification de ce traitement, et je suppose que François nous en parlera beaucoup plus longtemps tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention, je suis prêt à répondre à vos questions, et je voulais juste vous donner cette diapo pour ne pas oublier que le GK s'associe avec le groupe d'imagerie pour le congrès des 2 Alpes qui se produira du 18 au 23 janvier. Merci à tous. Après le succès du congrès 2014 à Paris, l'AVVAC vous donne rendez-vous cette année à Lyon du jeudi 26 au samedi 28 novembre pour son congrès 2015 intitulé « Autour de la chirurgie ». En plus d'un programme complet de conférences, des travaux dirigés, des travaux pratiques, un forum pan-professionnel et des Vet Labs seront mis en place pour satisfaire au mieux les congressistes. Ces 3 jours de formation intense seront, cette année encore, le rendez-vous incontournable de toute la profession vétérinaire. Parmi les 3500 personnes accueillies en 2014, 170 conférenciers et une centaine d'exposants étaient présents sur une exposition commerciale riche et variée de 4500 m². La VAC tient d'ailleurs à remercier ses grands partenaires ainsi que l'ensemble de ses partenaires et exposants. Forte de son expérience et de son savoir-faire, la VAC vous attend en 2015 à Lyon pour le plus grand congrès vétérinaire francophone.